Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Auguste, il joue avec mon trépied. Je voulais vous prendre aujourd'hui, lundi, je pense que vous avez vu un petit peu dans les plans précédents que samedi je suis allée du coup à Lacanau Océan. Donc sur la plage de Lacanau, c'était très sympathique avec d'autres filles du book club des Bordelaises et on en a profité pour faire des petits shootings photos pour Instagram. C'était super chouette. Et ensuite dimanche, hier soirée, journée repos tranquille à la maison à lire. Et du coup j'ai terminé entre temps la tatoueuse de Jaipur. Je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent. Mon avis honnêtement va pas vraiment changer. Il n'y a pas plus de rebondissements incroyables à la fin. Donc voilà, je vous invite à regarder mon dernier vlog si vous voulez avoir mon avis sur la tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi, publiée aux éditions Hauteville. Ma nouvelle lecture, du coup je vous la présente maintenant. Il s'agit de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, donc publiée aux éditions Charleston en format poche. Je vous avais dit que j'allais débuter Le Manoir aux Roses de Tracy Rees et en fait j'ai regardé mon planning et j'ai vu que j'avais une lecture commune qui débutait donc samedi dernier. Et je me suis dit bah c'est bête, franchement c'est pas grave si je lis d'abord celui-là avant Le Manoir aux Roses, il n'y a aucun problème. Je pense qu'entre deux, parce que c'est deux lectures Charleston, je pense qu'entre deux j'intercalerai peut-être une autre lecture. Je ne sais pas encore laquelle, faut que je réfléchisse. Mais du coup j'ai débuté ce week-end ce roman. J'ai bien avancé, hein, j'en suis quasiment à la moitié. Et en fait on va suivre dans ce roman. Moi déjà la couverture elle me tente pas du tout. C'est un roman qui m'a été recommandé par Fanny du compte Elle Bouquine et je le lis du coup en lecture commune avec Estelle qui si elle passe par là se reconnaîtra. Merci pour cette lecture commune parce que franchement de base je pense que je l'aurais lu dans fort longtemps. Je sais pas, la couverture ne m'attire pas du tout, le résumé a l'air sympathique mais sans plus. Je vous dis du coup au niveau du pitch de l'histoire, on suit Alice qui est une franco-américaine. Elle débarque à Paris, on sent qu'elle a des secrets à cacher, soit des secrets de famille, soit des secrets d'ordre personnel, je sais pas, au niveau de sa relation sentimentale, des choses comme ça. On est sur une double temporalité où on suit donc à la fois Alice en 2018 lorsqu'elle débarque à Paris et qu'elle cherche un travail. Elle trouve d'ailleurs un travail dans une start-up qui a pour mission, pour but, pour objectif entre guillemets de réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Donc en gros les chaussettes orphelines, voilà, quand vous mettez des chaussettes en fait à la machine à laver, c'est vrai que souvent on se retrouve qu'avec une seule des deux, franchement des fois c'est un peu abusé, on sait pas trop où elles partent hein, d'ailleurs ces pauvres chaussettes. Et le but de la start-up c'est clairement de faire en sorte que à travers le monde deux chaussettes qui se ressemblent puissent se rassembler ou alors puissent être recyclées. Enfin bref, il y a vraiment tout un j'allais dire un leitmotiv, mais voilà, toute une réflexion autour de ces chaussettes orphelines. Et effectivement les personnes qui sont dans la start-up, donc dans laquelle Alice va être embauchée comme je disais à Paris en 2018, il y a notamment Chris le fondateur, il y a Jérémy qui est le cofondateur, non l'associé, Jérémy est l'associé, il y a également deux autres personnes, Reda et Victoire. Et c'est vrai que c'est des personnages très attachants. Pour l'instant moi je m'attache beaucoup à Alice et je me suis beaucoup attachée à cette équipe qui en apparence paraît être une équipe un peu de bras cassés en toute honnêteté, mais c'est quand même très drôle, il y a une pointe d'humour qui est vraiment géniale. Pardon. Et également comme je disais on est sur une double temporalité, donc on suit Alice aussi dans son journal intime. Elle écrit un journal recommandé par sa psychologue. On est en 2011 si je me trompe pas, 2012, en août 2011, et on va la suivre comme ça je pense sur un ou deux ans, histoire d'avoir tous ses secrets.
On sent déjà qu'avec sa sœur, il y a une certaine relation entre guillemets avec sa sœur, donc après à voir comment ça va évoluer. J'aime bien ma lecture, vous en doutez, j'aime bien je retrouve en fait la plume de Marie Varey, je l'avais déjà lu dans Désenchantée, j'avais beaucoup aimé. Et ça avait été d'ailleurs un coup de cœur, clairement, l'histoire, le pitch, la plume, ça aborde des sujets finalement très difficiles, très graves, alors que en apparence ça peut paraître des romans légers, mais finalement ce ne sont pas du tout des romans légers. Et La vie rêvée des chaussettes orphelines, bah, c'est le cas. La particularité, j'ai oublié de le préciser, mais la particularité d'Alice, c'est qu'elle a des troubles obsessionnels compulsifs et elle collectionne les crises d'angoisse. Donc voilà, elle a vraiment en fait une sensibilité, des problèmes d'ordre peut-être psychologique, peut-être d'ordre familiaux également, qui font qu'elle a ses tocs, qu'elle aime bien quand tout est rangé, carré, etc. Je suis en retard. Pour être au bureau à 7h, je dois arriver à la station Wall Street à 6h53, ce qui n'est possible que si je suis dans le métro à 6h32 au plus tard, et donc partie de chez moi à 6h24. Et encore, ce n'est valable que si j'attends moins d'une minute au feu à l'angle de William et Pine Street. Pour que tout s'enchaîne correctement, je dois impérativement être debout à 5h46. Or, il est 5h47. Voilà, pour vous donner du coup un petit extrait, ça détonne et c'est assez particulier, voilà, au début, mais vous inquiétez pas, c'est pas comme ça tout le long du roman, mais c'est un petit peu pour vous expliquer la personnalité d'Alice, qui est quand même une personnalité assez troublée, on va dire. Et donc, les sujets abordés, pour l'instant, on a l'ébauche en fait, entre guillemets, de certains sujets. Les relations familiales, il y a un peu également la maternité qui est abordée dans ce roman, l'amitié aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment terminer le livre pour pouvoir se rendre compte de comment l'autrice a traité ces sujets et à quel point finalement ils prennent peut-être une place très importante dans la vie d'Alice. C'est peut-être ce qui lui manque, hein, clairement. Donc voilà, je savoure ma lecture, en tout cas pour l'instant. Ensuite, nous allons parler d'un sujet qui a rapport avec les livres, mais c'est vrai que c'est pas forcément, enfin c'est même pas du tout un sujet dont je vous ai parlé sur cette chaîne, mais je pense que c'est clairement, en tout cas j'espère pour vous, un sujet commun à tous et à toutes. Il s'agit du ménage. Là vous allez vous dire non mais elle débloque complètement le ménage, mais qu'est-ce qu'on en a à faire. J'ai en fait récemment commandé un guide pratique entre guillemets. C'est un livre, enfin moi je suis pas très tournée de manière générale sur les guides pratiques etc. Ça m'intéresse moins. Mais je vous avoue que je suis depuis quelques temps un Instagrammeur, mais il est aussi sur TikTok je crois, et il fait des vidéos sur des astuces de rangement et de ménage. Voilà. Je vous avoue que depuis que je suis en recherche d'emploi, j'ai un peu plus de temps forcément et je m'intéresse à des petits détails dans l'appartement. Je me dis oh bah ça c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas nettoyé, ça j'ai jamais nettoyé, oulala ça va pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'on est tous et toutes un peu comme ça aussi de temps en temps. On se dit mais tiens ça fait combien de temps que j'ai pas nettoyé cette partie là de mon appartement, sans que ce soit cracra, hein, chacun après fait ce qu'il veut. Mais bon ça arrive. Et si vous voulez, j'ai vu qu'il avait sorti un livre et je m'étais dit ah bah pourquoi pas un jour le prendre. Faut voir, ces astuces à chaque fois je les ai testées. Donc son compte Instagram c'est BG Clean. À chaque fois je les ai testées et c'était vraiment efficace. Et comme il a sorti un livre, je m'étais dit pourquoi pas me le prendre. Et je ne trouvais pas en fait l'occasion de me le prendre et finalement je me suis rendu compte qu'il ne me restait plus aucun savon de Marseille. Le savon de Marseille en ménage est quand même très très utilisé et pour beaucoup en fait de choses. Il peut être utilisé par exemple pour nettoyer les vitres,
pour nettoyer les surfaces, la salle de bain, etc. Bref, il y a de multiples utilisations au niveau avec le savon de Marseille. Je connaissais déjà de base le site de La Corvette qui font du savon de Marseille, du vrai savon de Marseille. Et je m'étais dit que j'allais passer commande. Au moment où je passe commande, je vois quoi? Le fameux livre, donc Ménage et vous. C'est, comme je vous disais, un guide pratique, mais c'est un peu sous forme de programme. Où, par exemple, comment je peux... Voilà. Une fois par mois, donc là on est sur la rubrique une fois par mois, 15 minutes top chrono, je préserve mes petits appareils. Donc il y a les astuces, comment faire. Ça, typiquement, ça peut être carrément utile pour la bouilloire, hein, du thé. Elle est dégueulasse, la mienne, faut que je la fasse. Voilà, je nettoie en profondeur mon four avec des petites astuces. Il y a des petits DIY de temps en temps. 3 recettes tout terrain. Donc en fait, c'est vraiment sous forme de programme, de challenge. Après, il y a des trucs vraiment basiques, parce que je l'ai un peu feuilleté du coup. Il y a des trucs vraiment basiques, par exemple. Challenge 4, je nettoie au rythme de mes activités. Bon, ça paraît somme toute assez basique, hein, enfin je pense. Je fais quelque chose, après je nettoie tout de suite. Oui, ça me paraît normal. Mais il y a des choses par exemple auxquelles je ne pense pas du tout de base. Je prends ma douche et j'anticipe, c'est-à-dire que je rince tout à l'eau froide. Je passe un coup de raclette, j'essuie la robinetterie. Voilà, c'est des choses auxquelles j'y pensais pas du tout. Et l'eau en fait ici à Bordeaux est méga calcaire. Mais alors quand je vous dis méga calcaire, c'est calcaire puissance 20 000. Il me semble qu'à Paris aussi elle est extrêmement calcaire. Et c'est vraiment un enfer, j'avais jamais connu ça avant. Enfin en tout cas à Limoges elle est pas du tout calcaire à ce point là. Et du coup c'est vrai que ces petites astuces sont assez efficaces. Et après vous avez d'autres astuces peut-être un peu moins communes entre guillemets, comme par exemple... si le focus veut bien se faire, voilà. Comme par exemple, je fais briller l'argenterie et donc il explique un petit peu comment, avec quels outils entre guillemets il fait briller l'argenterie. Autre point vraiment positif que je trouve à ces astuces dans ce livre, c'est qu'il explique un petit peu les produits qu'il utilise. Donc le fameux savon de Marseille dont je vous parlais. Voilà, tous les produits qu'il utilise. Et comme vous pouvez le voir, c'est quasiment que des produits... écologique entre guillemets, et surtout c'est méga économique. Le savon de Marseille ça dure vraiment très longtemps. Je vais vous montrer du coup les cubes de La Corvette. Et moi j'utilise énormément du coup maintenant le savon de Marseille, parce que au début je ne l'utilisais que pour les... il est méga efficace aussi pour les taches sur les vêtements, ou par exemple pour nettoyer des chaussures. Je sais que ça franchement c'était vraiment génial pour ça. Et en fait je me suis rendu compte grâce à BG Clean et à ce livre que clairement je pouvais utiliser le savon de Marseille comme je vous disais pour tout. Nettoyer les vitres, pour les surfaces, ça dégraisse super bien. J'ai notamment utilisé le savon de Marseille pour nettoyer ma hotte. La hotte c'est quand même là où clairement les graisses s'accumulent puissance 20 000. Ça fonctionne du feu de Dieu, enfin je suis choquée. Et en même temps, comme je vous disais, c'est très économique. Là clairement j'ai acheté un pack, parce qu'il y avait une promo, je crois que c'est 8 pour 31 €. 8 cubes de 300 grammes pour 31 €. Sachant que vraiment les 300 grammes ils vous tiennent pendant des mois et des mois. Enfin vraiment je vais vous montrer le cube là, j'essaie de l'enlever. Du coup le fameux cube, ça se présente comme ça. C'est vraiment un cube basique. Hop, 300 grammes. C'est du pur savon de Marseille, donc c'est à dire qu'il faut, il me semble que le pur savon de Marseille il doit avoir 70% d'huile d'olive. Je crois que c'est ça. C'est pas noté. La Corvette c'est la marque. Et ça sent effectivement l'huile d'olive. Théotie me dit que ça pue. Moi j'aime bien cette odeur. Après ça n'a pas non plus énormément d'odeur, hein. C'est ça que j'apprécie aussi beaucoup dans le savon de Marseille, c'est que il n'y a pas, vous savez, toutes les odeurs chimiques de parfum dans les produits ménagers qui rajoutent là. J'aime pas du tout ça.
Mais j'avoue que voilà, ça sent pas non plus extrêmement bon. En tout cas voilà, je voulais vous le présenter, ce petit manuel, donc avec le savon de Marseille que du coup je me suis commandé et qui est super pratique, super efficace. Voilà, dites-moi si vous êtes fan vous aussi de guides pratiques. Je sais que voilà, il y a aussi pas mal de livres sur les recettes de cuisine, des choses comme ça, mais j'en ai un, mais je les regarde pas forcément, je les ouvre pas tout le temps. Donc ça voilà, le but c'est de m'apprendre plein de trucs et du coup je suis super contente. Les minutes ménage sont terminées. Je suis navrée d'avoir autant parlé de ménage, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu, voilà, ça fait partie de mes activités entre guillemets. Alors je dis pas que mon environnement est nickel chrome, super propre, tout ce que vous voulez, mais je suis dans une période où j'ai envie d'apprendre à faire le ménage de manière plus écologique et surtout plus efficace, parce que j'en ai trop marre d'acheter 15 millions de produits et finalement je me rends compte que le produit est pas efficace, ou alors faut en mettre 30 tonnes, ou alors faut le coupler avec d'autres produits, enfin ça me saoule quoi, clairement j'en ai marre. Et puis j'ai beaucoup trop aussi de produits ménagers. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit aparté parce que ça parle quand même de livres et de guides pratiques, donc je pense qu'au niveau de cette chaîne, nous sommes pas mal. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire, je pense que j'en ai terminé du coup de cette longue session. Et puis je vous reprends du coup un peu plus tard pour vous faire un update lecture sur la vie rêvée des chaussettes orphelines. Les backstage de mes photos bilan du mois. Avec cette petite larve. Grosse larve, que dis-je. Voilà. J'anticipe toujours mes photos bilan du mois. Donc en gros j'en fais plusieurs à chaque fois. Donc celle avec mon livre en cours, celle sans mon livre en cours si j'ai pas le temps de la finir, et celle avec d'autres livres que j'ai prévu à lire en suivant. Comme ça je suis toujours entre guillemets à jour sur mes photos. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi et le décor a un petit peu changé. Je suis rentrée chez mes parents du coup sur Limoges, là pour jusqu'à la fin de la semaine. Je voulais vous reprendre parce que j'ai terminé du coup La vie rêvée des chaussettes orphelines et c'était une lecture absolument géniale. J'ai adoré la plume, adoré les personnages, le twist qui arrive aussi vers la fin du récit du roman, je l'ai trouvé vraiment très très bien ficelé. L'intrigue était très intéressante aussi. Ouais, carton plein en fait entre guillemets pour cette lecture et pour ce roman. Qui finalement se lit très très vite comme vous pouvez le remarquer, parce qu'il me semble que la dernière fois je vous ai pris on était dimanche. Aujourd'hui on est mercredi, je l'ai terminé hier. Donc ouais, vraiment très très bonne lecture. Comme je disais, les personnages sont hyper attachants. Donc on suit Alice qui en gros est franco-américaine, elle a la double nationalité. Elle va arriver à Paris pour emménager et elle est embauchée dans une start-up qui s'appelle Everdream, qui en gros est dont le but est de réunir les chaussettes orphelines à travers le monde, donc en gros via l'application essayer de rassembler finalement les chaussettes qui se ressemblent. Voilà, il y a toute une problématique autour évidemment de ces chaussettes orphelines, du recyclage etc, mais c'est pas réellement l'objet principal du roman. On est vraiment sur du coup une histoire de vie, l'histoire de Alice
l'histoire de sa famille, ses secrets en fait personnels et familiaux vont être petit à petit dévoilés. Et finalement il y a de nombreux sujets qui sont abordés dans ce roman. On reste voilà, pas basé uniquement sur cette start-up. C'est un peu pas le prétexte mais le point de départ finalement à tout ça. Et en fait on comprend que donc Alice a des TOC, elle est très angoissée, elle fait des crises d'angoisse, etc. On se doute que ça a un rapport avec ses secrets qu'elle essaye de cacher un petit peu à tout le monde. Elle met des barrières en fait, des barbelés comme elle l'appelle, entre elle et les autres, et elle se refuse finalement à toute relation amicale, voire plus. Il y a une petite romance à l'intérieur de ce roman, mais on est vraiment sur les problèmes, enfin sur les relations, centrées sur les relations familiales et fraternelles. Il n'y a pas de mots pour décrire la relation fraternelle entre guillemets entre deux sœurs. Ça n'existe pas en français. Mais voilà, une relation fraternelle, la relation aussi avec la mère, pas trop le père, mais avec la mère, et la maternité également est abordée dans ce roman. Mais pas que, il y a aussi l'ambition, le travail, voilà, il y a beaucoup de sujets. J'ai tout aimé, vraiment, enfin j'ai tout aimé. Non, j'ai pas tout apprécié, j'ai adoré ma lecture. Mais j'ai pas eu un coup de cœur parce qu'en fait, à la toute fin, je vais pas vous spoiler, hein, mais à la toute fin, Alice prend une décision vraiment radicale qui fait que j'ai pas compris cette décision, et pour moi, je l'ai trouvé vraiment dommage. Donc ça a gâché vraiment ma lecture parce que j'étais au moment où il y a eu le twist là, complètement un changement au niveau du roman et du récit. Je m'y attendais pas du tout, j'ai fait waouh, mais c'est génial, Marie Varey a vraiment réussi à me berner. Et à la fin elle prend une autre décision et non, je comprends pas, enfin, je comprends pas cette décision, mais bon, je peux pas vous en parler parce que sinon vraiment ça vous spoil. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir découverte, cette lecture, ce roman. Merci du coup à Fanny qui m'a incité à le lire et à l'acheter. Vraiment, il vaut le coup. Je vous le conseille. Il y a une pointe, enfin il y a des pointes d'humour qui sont juste magistrales. Enfin franchement, ça allège un petit peu les sujets qui sont abordés dans ce roman et ça fait du bien. Voilà, c'est le genre de roman feel good. Ouais, en même temps pas si feel good que ça, donc clairement je vous le conseille à fond si vous aimez les romans j'ai pris un accent là, les romans un peu contemporains comme ça où il y a des sujets graves qui sont abordés mais finalement il y a de l'espoir en fait à la fin, sans que ça se termine de manière vraiment génialissime, hein, mais il y a de l'espoir, il y a une manière en fait très humoristique d'aborder certains sujets et en même temps on ne tombe pas dans le trop marrant ou trop drôle ou trop léger. En fait c'est justement dosé, la plume est justement dosée et les sujets abordés aussi, on tombe pas dans le pathos quoi. Et ça c'était vraiment chouette. Donc conclusion, je vous le conseille à fond les ballons. C'était une lecture incroyable. Donc ouais, je voulais vous faire ce petit update lecture parce que clairement ça a été ma lecture, que je l'ai terminée hier et je suis passée par plein d'émotions différentes. Comme je vous l'ai dit, le twist, j'ai fait waouh, incroyable ce roman vraiment, et après la décision finale m'a un peu déçue. C'est ce qui fait que pour moi c'est pas un coup de cœur, mais clairement on frôlait le coup de cœur, enfin j'étais à ça quoi, mais elle a pris une décision, non. Voilà, mais très bonne lecture, je reste vraiment là-dessus, j'ai adoré, donc go, foncez, c'était vraiment super chouette. Et du coup ma nouvelle lecture que j'aimerais commencer aujourd'hui, il s'agit de La collection disparue de Pauline Bert de Pérignon. Je l'avais il me semble déjà débuté, parce que j'avais mis un petit marque-page comme vous voyez au milieu, marque-page d'Adelcha, mais je sais pas, j'ai dû l'abandonner pour une autre lecture. Et il faut que je le lise parce que c'est dans le cadre du trophée Folio L. Et en fait on va parler d'une collection de peintures appartenant à l'arrière-grand-père de l'autrice qui a disparu en fait en 1942
quand les nazis ont perquisitionné le domicile familial. Il fait 284 pages, donc j'imagine qu'on est un peu sur peut-être les secrets de famille, ce genre de choses. En tout cas, voilà, c'est ma prochaine lecture, donc je vous en parlerai quand j'aurai avancé ou quand je l'aurai terminé. Voilà, et moi sinon je vais profiter de la piscine parce qu'il fait beau et voilà, de voir mes proches, etc. Bref, je vous reprends du coup plus tard. Coucou, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui vendredi et je viens vous faire du coup mon fameux update lecture. Je rigole parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses niveau lecture. Déjà, c'est un abandon pour la collection disparue de Pauline Bert de Pérignon. Je rentre, hop, le marque-page, j'aime pas trop quand ils sont sortis. C'est un abandon parce que clairement j'accroche pas du tout avec la plume, alors que pourtant l'histoire à la base aurait dû me plaire. J'étais assez intéressée, j'avais envie de savoir, mais clairement j'accroche pas du tout comme je vous l'ai dit avec la plume. Donc flop, flop total pour ce roman, qui finalement n'est pas vraiment un roman à proprement parler, c'est plutôt un récit d'auto... Je peux pas dire autofiction non plus, mais disons que c'est une enquête sur, donc comme je crois que je vous l'ai dit dans la séquence juste avant, une enquête sur cette fameuse collection de tableaux impressionnistes de l'arrière-grand-père de l'autrice. Donc en fait c'est Pauline qui finalement parle à la première personne, oui, du singulier il me semble, et elle raconte en fait comment elle s'y est pris pour enquêter, pour finalement déterrer certains secrets. Et donc le pitch avait l'air vraiment bien, c'est une collection donc très... C'est parce que son arrière-grand-père était collectionneur, donc il y a quand même pas mal de grands noms, si vous voulez, des impressionnistes dans la fameuse collection. Cette collection aurait disparu en 1942 après la perquisition, une perquisition visiblement effectuée par les nazis. Et en fait, Pauline raconte un petit peu son enquête, comment ça lui est venu, et puis ensuite comment elle a fait en fait pour pouvoir retrouver finalement une partie de cette collection disparue et trouver les événements, ce qui s'était réellement passé. Mais je suis pas allée au bout, comme je vous l'ai dit, et donc je ne saurai jamais, mais clairement pour moi c'est beaucoup trop brouillon. Au niveau de la plume, en fait, ça part dans tous les sens. J'ai abandonné à la moitié à peu près, c'est-à-dire que clairement j'essayais de m'accrocher, j'essayais de comprendre, mais il y a des passages, c'est juste incompréhensible parce qu'en fait l'autrice clairement passe d'un sujet à un autre sur la même page, limite des fois dans les mêmes paragraphes, on comprend pas le lien et ça part dans tous les sens. Voilà, ça part clairement dans tous les sens et je comprends pas pourquoi on a publié quelque chose comme ça. Parce que c'est pas possible, avec un minimum d'organisation, on aurait vraiment pu faire un récit hyper cohérent et hyper intéressant. Mais là en fait, le problème c'est qu'on décroche très rapidement parce que comme je vous ai dit, on se perd, c'est super brouillon. J'ai mis un petit marque-page en fait juste pour vous expliquer un passage, pour vous expliquer, pour en fait tout simplement étayer un petit peu mon propos. Je vais vous lire un petit passage pour pouvoir étayer un petit peu mon propos. Au tout début en fait, si vous voulez, elle parle, c'est vraiment page 24 hein, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple de comment, à quel point l'écriture est pour moi très brouillonne. Du moins brouillonne, elle part dans tous les sens, mais je pense que ça revient un petit peu à dire que c'est brouillon. Typiquement donc avec Henri, la scène, elle explique un petit peu ses découvertes et Henri demande mais quel tableau figure sur la liste d'Andrew. Andrew est une personne qui avait fait finalement la liste de la collection. Et là elle dit Renoir, Monet, je sais plus moi. Andrew s'y connaît lui puisque la vente de tableaux impressionnistes et modernes est un métier de famille.
il sait sûrement de quoi il parle. Et la paragraphe suivant, j'aurais dû poser plus de questions, mais je n'ai pas osé, pas pu. Saisie par l'étrangeté de la situation, je n'ai pas eu la présence d'esprit de demander des précisions. Je pense à mon père, que savait-il de son arrière-grand-père et pourquoi n'en parlait-il jamais? Donc là, en fait, en l'espace de quelques lignes, finalement, elle élude un petit peu la question de Henri et en fait, plutôt que... Enfin, c'est pas logique, d'un coup, en fait, elle part et elle pense à son père et finalement à son arrière-grand-père, qu'est-ce que finalement son père a comme connaissance de son grand-père à lui. Voilà, et ensuite le paragraphe d'après, donc ça c'est tout sur la même page, hein, le paragraphe d'après. Henri collectionne tout ce qui vient de son ancêtre maréchal de France, les bustes, les portraits, les soucoupes et même les boutons de livret aux armes de sa famille. Il aime l'histoire et la généalogie et se passionne pour la mienne. Dans le même paragraphe, que sais-je de mon arrière-grand-père, Jules Strauss? Je crois qu'il est né quelque part en Allemagne, mais je me souviens ni du lieu exact ni de la date et je n'ai jamais entendu personne parler allemand dans mon enfance. Quel est le lien entre Henri qui collectionne et qui se passionne pour la généalogie et juste après en fait elle s'interroge sur finalement qu'est-ce qu'elle connaît de son arrière-grand-père, mais et ça c'est sur une page entière, mais c'est tout comme ça. Voilà, c'était vraiment pour vous illustrer un petit peu à quel point je comprenais rien du tout au début ma lecture et plus j'avance, en fait on est à certains moments c'est très cohérent, on comprend ce qu'elle fait, ses recherches, pourquoi elle est dans tel musée, pourquoi elle va chercher telle archive. Et le paragraphe d'après ou la page d'après, on est là en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, pour moi c'est un flop. Voilà, je voulais quand même un petit peu vous expliquer pourquoi je l'abandonne et pourquoi c'est un flop à mon sens, alors que l'histoire, je pense, est somme toute très intéressante. Mais bon, avec moi, ça ne l'a pas fait. Voilà. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'en suis page 71 sur... C'est une grosse bricasse, plus de 400 pages. Il s'agit donc du Manoir aux Roses de Tracy Rees, publié aux éditions Charleston. C'est un roman qui a été publié au mois d'avril, il me semble, et en fait, ça faisait très longtemps que il m'attendait parce qu'à la médiathèque, ils reçoivent des nouveautés, mais en ce moment, en fait, c'est les nouveautés d'avril, mais qu'ils reçoivent que maintenant. Donc du coup c'est vrai qu'ils sont pas vraiment au fait des dernières actualités, mais bon moi ça me... littéraire je veux dire, mais moi ça me convient très très bien. Donc je suis la première en fait à l'avoir entre les mains et donc à le lire parce qu'avant il n'était pas disponible à la médiathèque. Donc j'ai lu 71 pages pour l'instant, je le lis en lecture commune avec... enfin lecture commune, un peu décalée, avec Manon, donc du compte Les Lectures de Manon. Elle a également une chaîne YouTube, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude, comme toutes mes vidéos. Au niveau du coup du résumé, on est fin 1890, voilà, on est en 1895 précisément. On est en Angleterre, à côté de Londres, ou dans Londres il me semble, et en fait on suit plusieurs jeunes femmes, filles. On suit d'abord Mabs qui elle est une jeune fille elle a 18 ans il me semble. Elle est pauvre, elle est obligée en fait de trimer tous les jours pour pouvoir en fait nourrir finalement ses frères et sœurs et son père. Suite au décès de leur mère en fait, son père a sombré dans la dépression et elle a plein de petits frères et petites sœurs et donc elle doit pourvoir en fait aux besoins de sa famille. Donc elle travaille finalement dans les... comment ils appellent ça, des puits, des barges. Voilà, et en fait elle décroche au tout début, hein, vraiment je vous spoil pas, elle descend dans la 4ème de couve aussi, elle décroche un poste au fameux manoir qui s'appelle... Non, le manoir n'a pas de... Ok, le manoir n'a pas de nom, mais elle décroche un poste de dame de compagnie pour Mrs Finch dans un grand manoir. Alors je pense que c'est du coup le manoir de la couverture. Et on suit également donc
chaque chapitre finalement fait parler l'une des filles. On suit Olive qui, elle, dès le début, en fait, son vœu le plus cher, c'est d'adopter une petite fille dans un orphelinat. Et elle a 28 ans, il me semble. Elle est issue d'une bonne famille, mais elle est célibataire et donc ça fait un petit peu jaser. Voilà, au tout début, en fait, elle va dans l'orphelinat pour pouvoir adopter cette fameuse petite fille. Et sa particularité, je trouvais que c'était assez original pour pouvoir le souligner. À Olive, du coup, c'est qu'elle tire les cartes. Voilà, et donc elle s'inspire des cartes, etc. C'est pas très chrétien effectivement pour l'époque, mais voilà, c'est assez original. Et la troisième personne s'appelle... Je sais même plus comment elle s'appelle, Oti, c'est ça. Oti qui, elle, est en fait une des filles de Mrs. Finch. Donc elle est issue pareil d'une bonne famille et elle au tout début, hein, encore une fois, elle rencontre en fait une jeune fille qui est noire, qui a la peau noire et du coup effectivement pour l'époque elle décide de se lier d'amitié entre guillemets avec elle et effectivement pour l'époque c'est quand même très très mal vu. Donc voilà pour la situation et je vous avoue que même, enfin là j'en suis page 71 et j'ai pas non plus énormément avancé parce que, enfin dans l'histoire je veux dire, parce que Mabs vient juste d'arriver au manoir et elle prend petit à petit ses marques. J'aime beaucoup cette ambiance. On n'est pas du tout, par contre au niveau du style d'écriture, on n'est pas du tout sur la villa aux étoffes. Contrairement à ce que la couverture peut laisser penser. Mais non, pas du tout. On est vraiment sur une écriture fluide, mais assez didactive, qui raconte, qui narre les faits. On est par contre voilà, dans une ambiance très... il y a un petit côté original, mais il y a une ambiance de manoir avec les bonnes familles, la bourgeoisie en même temps. Enfin voilà, je pense qu'au niveau de l'ambiance, on est un peu sur la vielle aux étoffes, mais pas sur l'écriture. Donc voilà, et à voir parce que la quatrième de couve indique une splendide célébration de la sororité et de l'espoir. Donc peut-être, enfin c'est sûr, je pense que les trois filles vont à un moment donné se retrouver. Du moins, il va y avoir un lien entre elles trois. Donc je suis très curieuse en tout cas de savoir tout ça. Et je voulais également du coup terminer ce vlog par un mini book haul parce que du coup hier je suis passée chez mes grands-parents et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Ils lisent beaucoup et ils ont beaucoup de livres et du coup je leur ai emprunté des livres. Ils sont là. Je vais vous les présenter. Le premier que j'ai emprunté, il s'agit des choses humaines de Karine Thuil. Donc là j'ai pris la collection NRF parce que j'ai jamais lu finalement dans cette édition là, mais mon grand-père l'a aussi en version poche. Et donc là en face au niveau du résumé, je vais vous le lire. Les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français, son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils étudiant dans une prestigieuse... C'était ma sœur. Étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Voilà, je vous en dis pas plus pour vous laisser un petit peu la surprise, mais c'est vrai que Karine Thuil, ce qui m'avait... c'est le résumé, il me semble, de La Décision, qui est, je crois, son dernier roman, qui m'avait vraiment intéressée. Et quand j'ai vu, du coup, Les choses humaines dans sa bibliothèque, je me suis dit, mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas tester. Je crois que c'est aussi Sophie, du compte du Café et des Livres, qui a lu Karine Thuil et qui avait... littéralement, adoré. Je sais pas si on peut adorer une histoire de viol, mais qui avait vraiment beaucoup apprécié la manière de raconter de cette autrice. Donc voilà, je l'ai pris. Et ensuite le deuxième roman que j'ai pris, mais là il y a un marque-page. Donc visiblement il n'a pas été terminé. Hop. Il s'agit donc de Michel Bussy, Rien ne t'efface. C'est Eline, je crois que c'est Eline, oui, du compte Mes livres de poche, qui, il me semble que c'est elle, qui l'a lu il y a pas très longtemps et du coup je l'ai vu, il y a pas mal de Bussy chez mes grands-parents et donc c'est vrai que je l'ai vu et je me suis dit
pourquoi pas. J'avais hésité avec Sans famille, sans S-A-N-G. Il avait l'air bien aussi au niveau du résumé, mais bon voilà, je me limite quand même parce que je sais pas quand est-ce que je vais les lire. Et du coup au niveau du résumé, on est sur une double temporalité. Donc d'abord en juin 2010, on suit Esteban, 10 ans, qui disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n'a rien vu. En juin 2020, sa mère, Maddy, a refait sa vie, mais la douleur et l'incompréhension sont toujours là. Elle revient en pèlerinage au Pays Basque et, sur la même plage, reconnaît Esteban, ou son jumeau parfait, Tom, un enfant de 10 ans. Maddy quitte tout pour découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village à Murol, en Auvergne. Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l'impossible? Esteban serait-il devenu Tom? L'histoire se répéterait-elle? Tom est-il en danger? Maddy est-elle la seule à pouvoir le protéger? Un suspense magistral au cœur des croyances et les plus humaines où pourtant tout est vrai. Il a l'air assez glauque, c'est rouge là aussi. Donc il me tentait bien, je suis très, très curieuse. Bref, du coup, voilà, je pense clôturer, terminer ce vlog ici. Dites-moi si vous avez lu les livres dont je parle dans cette vidéo. Et puis voilà, moi normalement je vous prends la semaine prochaine pour un nouveau vlog.